Salut, ici Jean-François de Sentier du Bonheur, je suis le créateur de la chaîne pour avoir une vie meilleure, une vie pleine et entière, une vie pleine de sens. Et aujourd'hui on va parler de Nicolas Hulot, un sacré client. Alors ne sois pas surpris si tu entends parfois certains petits bruits du genre des volets qui claquent, c'est tout simplement parce qu'en fait il y a une tempête et parce que je me suis dit que j'allais faire ce sujet. Et je suis monté pour le faire tranquillement ici. Alors on va parler de Nicolas Hulot et si je me permets d'intervenir sur ce sujet, c'est surtout parce que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de jeunes qui ne comprennent pas pourquoi on parle tant que ça de Nicolas Hulot. Alors on en parle bien entendu parce que il y a ses affaires avec ses femmes, nombreuses femmes, hein, mais on en parle aussi parce que c'est Nicolas Hulot. Et les gens ne savent pas très bien qui c'est. Tu sais, on est souvent dans une sorte de brouillard médiatique, on est souvent dans une sorte de brouillard où tout le monde croit savoir mais ne sait pas. Et on va essayer de rappeler un peu ce qui se passe et rappeler pourquoi, en quoi Nicolas Hulot est quelqu'un de particulier. Alors je dirais, quand j'y ai bien réfléchi, parce qu'avant de faire une chronique, je passe du temps à me documenter et je réfléchis, et je dirais qu'il y a, quand on l'observe, finalement plusieurs Monsieur Hulot. Hein. Monsieur Hulot, tu te rappelles du film, et là, il y a plusieurs Monsieur Hulot. Il y a plusieurs Nicolas Hulot dans un seul Nicolas Hulot. Alors il faut rappeler un peu l'époque, il faut rappeler un peu d'où il vient. Nicolas Hulot, je crois qu'il est né en 55 à peu près, hein. Par rapport à moi il a une dizaine d'années de plus, et donc il a été vraiment célèbre et médiatisé dans les années 85-90. Je me trompe peut-être à quelques années près, mais enfin c'est ça en gros. Époque où il était connu, hein, où il était connu pour son émission principalement Ushuaïa sur TF1. Alors je pense qu'il faut avoir vécu un peu ces années-là, il faut avoir connu ça pour pouvoir un peu comprendre pourquoi Nicolas Hulot est si célèbre ou pourquoi on en parle. Parce qu'il est critiqué ou il est parfois aidé par des gens qui font partie de ma génération au moins, et qui ont connu ce qu'il faisait. Donc Nicolas Hulot, il a eu plusieurs vies. Il faut rappeler un peu sa biographie, et il a commencé par démarrer comme photographe de guerre, hein. Il a commencé par démarrer comme photographe de documentation, je crois que c'est à l'agence Capa, où il a finalement commencé à gagner ses premiers euros, ses premiers francs, et où il a commencé à travailler. Alors Nicolas Hulot, ce que je veux dire, c'est que indépendamment des affaires qui vont le suivre, et on en parlera, c'est d'abord, d'après moi, quelqu'un qui est doué dans son domaine. C'est quelqu'un qui a des aptitudes, c'est un très bon communicant, et ce qui se passe, c'est que son émission Ushuaïa, je pense, hein, est une des meilleures émissions qui ait jamais existé dans le domaine. Parce que ce qu'il faut bien comprendre, il faut l'avoir vécu, et c'est pour ça que je fais cette chronique aussi, pour relativiser certaines choses, pour faire comprendre un peu le personnage. Ce qu'il y a chez Nicolas Hulot, c'est qu'il s'est occupé de son émission, justement Ushuaïa, hein, qui est le nom d'une terre en Amérique du Sud, et qui, cette émission, était proprement révolutionnaire à au moins 2 ou 3 titres. Hein, le premier, c'était que finalement Nicolas Hulot est bien allé pouvoir aller dans des endroits absolument somptueux, hein, et donc c'est un peu comme si tu avais une présentation de quelque chose à faire et que tu le fasses devant le Kilimandjaro, devant je sais pas moi, les chutes du Niagara, ou alors devant un volcan japonais. Et donc quand tu vois ça, eh bien déjà dans cette émission tu as des cadres fabuleux. En plus de cela, tu vas avoir finalement l'arrivée à cette époque d'une technologie, de la technologie de la vidéo portable, hein, qui va arriver presque à son optimum. C'est-à-dire qu'avant, tu as sans doute vu ces images d'archives, si tu es jeune, où les télévisions fonctionnaient en studio avec des sortes de caméras qui ressemblaient à des scanners médicaux, hein, que les types tenaient à bout de bras, enfin pas à bout de bras, mais ou avec des manettes et avec des casques sur les oreilles, et qui étaient plutôt des grosses machines à laver que finalement des caméras. Et à l'époque d'Ushuaïa, à l'époque où Nicolas Hulot utilise des caméras spéciales plus petites, eh bien on est
On est au commencement de la miniaturisation qui finira par arriver pratiquement au GoPro maintenant et voire plus petit. Et donc ce qui se passe à cette époque, c'est que en plus d'avoir des cadres fabuleux, Nicolas Hulot va choisir et TF1 vont choisir de mettre le paquet au niveau technique aussi, parce qu'il n'y a pas un mois, pas une année où on ne les voit pas utiliser des matériels qui sont, on va pas dire révolutionnaires, mais qui sont nouveaux et qui viennent souvent des États-Unis. Et donc, par rapport aux autres émissions, eh bien, elle va avoir un effet dès le début, elle va avoir un impact parce que elle a, comme je le dis, 3 atouts. Donc le premier qui est de se déplacer dans des cadres absolument magnifiques. Le deuxième, d'avoir une technologie qui fait que, eh bien, on va passer en très gros de la vidéo pisseuse à la vidéo précise et puis légère, qu'on peut emporter avec soi dans un ULM, qu'on peut emporter avec soi en parachute, qu'on peut emporter avec soi sous la mer. Et puis aussi on fait péter la palette graphique, c'est-à-dire qu'à cette époque-là, sans exagérer, mais on augmente les couleurs, on commence vraiment à faire de la télé, alors on va pas dire de la télé spectacle, mais de la télé corrigée qui donne des images assez fabuleuses du type de celles que tu peux voir quand tu vas voir dans ton centre commercial ou les bandes vidéo qui passent sur les télés pour te donner envie. On voit des poissons rouges, on voit des paysages fabuleux, et ça, Ushuaïa va l'utiliser presque en premier. Et puis en plus de ça, troisième chose, eh bien il y a aussi la qualité de l'animateur, puisque à tout seigneur, tout honneur, il faut quand même rendre hommage d'un point de vue technique à la personne qui travaille, et Nicolas Hulot dans ce domaine est vraiment un artiste au sens où c'est une sorte, j'ai cherché une sorte d'acrobate, le terme qu'on peut trouver, parce que à vrai dire c'est pas vraiment un athlète, tu vois, Nicolas Hulot. Je pense que si tu le vois en short et si tu le vois j'ai jamais vu en short et ni en t-shirt, mais il doit pas, je pense pas qu'il ait des muscles très saillants comme peut l'avoir alors peut-être un basketteur comme les voient les basketteurs de la NBA, ou alors quelqu'un qui ferait un sport où il a besoin de développer ses muscles. Mais par contre, il a une particularité, c'est qu'il est capable de manière déconcertante de faire absolument presque n'importe quel sport de l'extrême, que ce soit de l'alpinisme, que ce soit de la plongée, que ce soit de la... D'ailleurs, je crois même qu'il est recordman pendant un moment, ou peut-être encore, d'un record du ULM. Il a dû aller dans le pôle Nord, ou je sais pas quoi, avec un ULM. Donc c'est d'après moi l'addition de ces 3 paramètres qui vont faire que Nicolas Hulot devient une sorte de super animateur à cette époque, et qui fait que quand on parle de Nicolas Hulot maintenant, eh bien on a tous cette image en tête de cette émission Ushuaïa et de ces formidables paysages. Et quand on additionne de formidables paysages, des paysages somptueux, avec des moyens techniques super, parce qu'il faut savoir qui sait s'encadrer des meilleurs cadreurs, et puis aussi de quelqu'un qui est capable de faire absolument n'importe quoi, parce que il faut se représenter ce que c'est à cette époque que d'être capable techniquement et même maintenant de pratiquer un sport qu'on n'a presque jamais pratiqué avant, c'est-à-dire que Nicolas Hulot, il est capable de monter et piloter dans un sous-marin modèle réduit, dans lequel il y a 2 ou 3 personnes. Les 15 jours après, il part au Brésil dans un autre milieu piloter un deltaplane, et puis 3 semaines après, eh bien, il va par exemple faire de la spéléo, je sais pas où, eh bien au Japon, voilà. Pour faire ça, il faut être très fort. Il faut être très fort parce que non seulement il faut être capable de maîtriser différents sports, et puis il faut être capable en plus de parler en même temps, etc. Et c'est quelqu'un qui est dans son domaine très fort. Et bien entendu, comme je l'ai dit, il s'entoure des meilleurs, c'est-à-dire qu'il y a une structure, une organisation autour de tout ça qui est absolument formidable, puisque tout est prêt avant que le chef arrive, on envoie faire des repérages, bien entendu, on fait des dizaines d'essais, et au dernier moment, eh bien, Nicolas Hulot arrive, prend les commandes, fait son truc, et repart. Donc c'est un peu du journalisme micro-ondes, mais il faut reconnaître que c'est très efficace, et peut-être que ça vient des États-Unis, mais c'est la première fois qu'en France on connaît ça. Et toute proportion gardée, je dis bien toute proportion gardée, cette émission me rappelle un peu des épopées, alors beaucoup
beaucoup plus, entre guillemets, légendaires comme celle de Saint-Exupéry, comme celle de Cousteau, où on se dit qu'après ce qui a été fait, eh bien, ça n'est pas la même chose. Et je pense que Nicolas Hulot a fait en premier ce que maintenant certains font, dans certains domaines, mais que ça a été le premier à le faire. Et au niveau du journaliste, c'était quelqu'un de très, très, très compétent. En plus de cela, eh bien, il apparaît aussi à la radio. On le voit dans les journaux People. Et à cette époque-là, il est omniprésent. À tel point que les gens de ma génération, qui ont une dizaine d'années de moins que lui, eh bien, parfois se disent mais non seulement on l'admire mais parfois même on le jalouse parce qu'on se dit mais qu'est-ce que ce type-là fait de sa vie quelque chose de formidable, un feu d'artifice, puisqu'il est capable à la fois d'aller, et en plus il gagne très bien sa vie, on parle de 30, 40, 50 000 euros par mois. Et donc, on est épaté par ce gars-là. On se dit, si on pouvait être un petit peu Nicolas Hulot, si on pouvait nous aussi aller du côté du Kilimandjaro, regarder les gazelles ou les girafes en montgolfière, ou si on pouvait aller du côté des volcans russes, etc., eh bien, ce serait formidable, ou en Islande, en radeau pneumatique, etc. Et donc ça devient une sorte d'icône, une sorte de. Et puis au fur et à mesure, eh bien cette personne va changer. Alors il y a un point important que je dis moi-même, mais qui est peut-être pas si important que ça. Les spécialistes de la personne me le diront, qui est, à mon avis, le moment vers 2000 où Nicolas Hulot s'engage dans une sorte de suite d'émissions où son but c'était de faire connaître au monde entier la Terre sous forme des 5 continents sur 5 années. Alors je sais pas très bien à quelle époque c'était, mais je sais très bien qu'il a dû faire, une ou deux émissions, enfin une ou deux saisons, et qu'après ça s'est arrêté. Alors je pense qu'il a voulu faire de plus en plus fort, parce que les émissions de TF1, les Ushuaïa coûtaient déjà très cher, et donc il a pu faire ce que personne ne faisait avant, et donc il va partir avec des moyens encore plus conséquents. Je me rappelle d'un avion à Catalina, alors peut-être clin d'œil à Cousteau, c'est le fameux hydravion sur lequel avec lequel Cousteau faisait des repérages dans la Calypso, et puis aussi, je crois, un énorme hélicoptère russe. Donc, je crois que ça ne devient plus rentable, ça devient trop énorme. Je me rappelle en Afrique, alors je sais plus très bien ce que c'était, je me demande si c'était pas l'hydravion qui était enlisé ou quelque chose comme ça, où ils étaient des dizaines d'hommes autour avec des moyens fabuleux. Donc là il touche son maximum. Et il va revenir après avec du minimalisme, c'est-à-dire pratiquement lui tout seul et des moyens beaucoup plus limités. Et à ce moment-là, il va y avoir à peu près, d'après moi, autour des alentours des années 2000, on va avoir une sorte de basculement vers un Nicolas Hulot plus respectueux des animaux, de la nature. Il l'a toujours été, mais qui va se tourner plus vers l'écologie et qui va créer sa fondation. Donc, pour être franc, moi, concernant Nicolas Hulot, j'ai jamais entendu parler vraiment de ce genre d'affaires, de mœurs, de harcèlement, jusqu'à peut-être il y a quelques années, il y a en 2018, je crois, où j'ai entendu et je m'étais dit, sans trop m'occuper, que c'était peut-être une affaire de une ou deux femmes qui avaient voulu lui régler son compte, ou qui n'étaient pas contentes, ou etc., sachant que, en étant un homme de pouvoir, il avait pu susciter des jalousies. Mais j'en étais resté là. Et franchement, après ce Nicolas Hulot, donc super animateur, maxi animateur, après ce Nicolas Hulot qui crée une fondation, on a aussi un Nicolas Hulot qui va charmer Jacques Chirac, qui va s'entendre avec lui, qui va devenir son conseiller sur les affaires d'écologie, qui va le suivre partout dans les réunions à ce sujet, et qui va devenir le Nicolas Hulot politique, qui va rentrer en politique et qui va continuer jusqu'à une certaine époque. Et finalement, il y a plusieurs Nicolas Hulot, sans compter le Nicolas Hulot businessman, parce que je ne sais pas comment ça se passe, mais je crois qu'il a travaillé aussi avec la marque Ushuaïa. Alors la marque Ushuaïa qu'on voit dans tout ce qui est maintenant encore supermarché, je sais pas, mais il a une fortune considérable qui n'a rien à voir avec celle d'un Elon Musk ou d'un Bill Gates, mais qui est quand même une fortune considérable pour un Français moyen. Donc on en était resté là, et je dirais franchement que
qu'on avait une image de Nicolas Hulot qui était calée à peu près. Et puis voilà que depuis quelque temps, eh bien, Élise Lucet a relancé une affaire qui traînait, des affaires qui traînaient. Et quand j'ai entendu ça, je me suis dit, bon, il va quand même falloir que j'essaie de savoir ce qui se passe parce que ça m'intéressait et puis parce que ça en dit long sur la société, dans la manière dont on considère les femmes, et puis sur la justice aussi, et puis sur la manière dont on peut voir qu'un homme est jugé. Et quand j'ai entendu ce qui se passait, quand je suis allé voir ce que disait Nicolas Hulot, quand je suis allé voir le magazine Envoyé spécial, j'en suis un peu tombé des nues puisque je me suis aperçu puisqu'on essaye toujours de se faire une opinion la moins mauvaise possible, enfin la moins fausse possible, je me suis aperçu que tout de même il y avait des choses qui étaient troublantes. Je me suis aperçu qu'il y avait donc d'une part un nombre de cas assez important, qu'il y avait des faits qui sont reprochés qui ne sont pas des faits légers, ça aurait pu être, au début je croyais que ce serait ça, que ce serait simplement des accusations de un peu avoir forcé verbalement des femmes à essayer de sortir avec lui, et je me disais on atteindra ça, dans le pire des cas on atteindra la main sur la cuisse et occasionnellement, etc. Et apparemment on n'en est pas là, on est à des accusations plus importante, même à des accusations de viol par une des petites filles de François Mitterrand. Et là, ce qui m'a gêné dans cette histoire, c'est que j'ai l'impression que ça sonne pas complètement faux. C'est ça qui me fait peur. Parce que d'habitude, on a l'habitude de dire oui, mais il peut y avoir des femmes qui fabulent, et puis qui font des faux témoignages. Alors admettons, rentrons dans ce cadre-là et imaginons dans ce cadre-là qu'il y ait à peu près 20%, ce qui paraît énorme, de femmes qui ont complètement inventé tout ça. Et ça ferait sur 6 cas, 5 cas qu'on nous présente, 1 cas. Ça veut dire que les 4 autres cas ne seraient pas complètement faux. Et quand on écoute ces cas, comme le dit Élise Lucet, il y a des choses qui me troublent. Entre autres, je dirais une certaine logique du prédateur, c'est-à-dire qu'on s'attaque entre guillemets à des jeunes filles, à des jeunes femmes qui sont le plus souvent dans une situation précaire, stagiaire, ados qui l'adulent, et finalement on tente de forcer la chose. Et moi je te dis franchement, je vous dis que dans l'absolu, et comme c'était des affaires de 1 à 1, on peut tout imaginer. On peut imaginer que Nicolas Hulot est totalement innocent, et dans ce cas-là, s'il y a une enquête, eh bien elle pourra peut-être essayer de montrer par les incohérences à droite ou à gauche que c'est vrai, mais on peut imaginer aussi que Nicolas Hulot est pour ainsi dire complètement coupable. Et là, mon sentiment qui est basé sur 60%, le fait que je fais un peu confiance quand même à Élise Lucet, qui me paraît une journaliste qui, avec les années, nous a montré son sérieux, et sa collègue, je dirais 60%, je fais confiance à Élise Lucet, et puis 20% je fais confiance à mon intuition, et puis 20% je fais confiance à ce que je vois. Et je dois avouer que j'ai été déçu, je dois avouer que j'ai été malheureux, quand je me suis aperçu que peut-être, eh bien, la personne qu'on voyait comme un peu notre grand frère, comme on voyait comme un peu le gars qui nous faisait découvrir des choses formidables dans les années 90, le gars aussi qui finalement a créé une fondation, et le gars qui a prôné l'écologie et la sauvegarde des milieux naturels, comment est-ce que ce Nicolas Hulot-là supplémentaire a pu vivre avec les autres? Et j'avoue que je me suis fait des explications toutes plus différentes les unes que les autres. Il y en a une qui se rapproche assez bien de la psychologie peut-être du café du commerce, mais qui consiste à dire que peut-être, étant donné que c'était quelqu'un qui avait un certain courage, qui avait une sorte de fougue, qui avait une sorte de capacité incroyable à faire les choses, dangereuses, peut-être qu'il n'a plus pu distinguer le vrai du faux, et qu'il avait une envie qu'il n'a plus pu réfréner. C'est quelqu'un qui côtoie le danger, c'est quelqu'un qui peut mourir à tout moment. Je me rappelle l'avoir vu avec un paramoteur, j'ai fait du paramoteur un peu au-dessus de Madagascar, au-dessus des gros baobabs, et s'il avait eu une panne,
il aurait pu se faire empaler, hein. Si le moteur était arrêté, il aurait pu mourir aussitôt. Et ça, c'est qu'un exemple parmi des dizaines. Et peut-être que ce Nicolas Hulot a pété les plombs, peut-être aussi qu'il était malade, peut-être qu'il est malade finalement, peut-être que c'est une forme de maladie, et peut-être que tout simplement on a plusieurs Nicolas Hulot qui cohabitent comme chez nous tous dans la tête, mais qu'il y a aussi un Black Nicolas Hulot, dirait-on, qui est finalement un homme prédateur sexuel qui essaye d'avoir les femmes comme on pourrait collectionner ou les prises, les trophées, ce qui correspondrait assez au mode d'un homme conquérant finalement, conquérant comme il l'est dans les sports extrêmes. Et là, par rapport à ça, eh bien, ce qu'il faut dire, c'est que on ne peut qu'être empreint d'une très grande tristesse parce que bien entendu, il y a eu des victimes de toute évidence. Hein, moi, c'est ma conviction. Et puis aussi parce que eh bien on se dit qu'il n'a pas réglé le problème et puis que s'il est vraiment malade, eh bien il faudrait qu'il s'excuse, qu'il se fasse soigner dans un premier temps et puis qu'il s'excuse auprès de toutes ses victimes. Alors qu'est-ce qui me ferait penser, qui aurait tendance à me faire penser, mais ça c'est mes 20% de logique, peut-être quand j'observe ce qui se passe, que Nicolas Hulot a bien fait des choses qu'il n'aurait pas dû faire, c'est que j'ai l'impression que ça sonne assez vrai globalement. Hein. Pour ceux qui n'ont pas eu de rapport avec les gens qui travaillent dans les ambassades, puisqu'il a une jeune femme qui l'agresse, qui travaillait dans une ambassade, eh bien, on peut considérer, on ne peut ne pas vraiment comprendre, mais quand elle dit que l'ordre vient de l'Élysée, de s'occuper de lui, etc., et qu'elle semble blasée quand elle dit quand on lui demande si j'avais fait un signalement, si je m'étais plainte, il y aurait rien eu, eh bien on le comprend fort bien. Et on comprend fort bien qu'il puisse imaginer, étant l'ami de Jacques Chirac personnellement, se sentir tout puissant devant une petite stagiaire ici de 22 ans, ou je sais pas, je dis 22, à l'époque. Comme on peut sentir qu'il peut se sentir très puissant devant une petite adolescente. Alors lui invoque le fait, par exemple, concernant le fait de l'adolescente, que il n'aurait pas tenté de faire ce qu'il a fait, je décrirai pas, mais vous pourrez aller voir, qu'il n'aurait pas tenté de faire ce qu'il a fait dans un parking ouvert en plein jour, je crois que c'est un samedi. Moi je dirais que ça dépend aussi d'un point de vue technique de la voiture qu'il avait. S'il avait une décapotable du type Triumph ouverte et qu'il était avec la jeune femme, il n'a pas pu faire ce qu'il a fait. En revanche, s'il avait une grosse voiture style Land Rover qui ressemble un peu à une barque avec très peu d'esthétique, eh bien il pouvait être visible seulement à la hauteur des épaules. Et dans ce cas-là, on ne sait pas ce qui s'est passé. Et c'est ça. Alors bon, je voulais parler de Nicolas Hulot. J'ai parlé de Nicolas Hulot pour expliquer à quel point, du point de vue technique, du point de vue, on va dire, animateur, il était qualifié. Il a été qualifié aussi sans doute pour faire avancer la cause de l'écologie. Et bien malheureusement, il y a sans doute, je m'avance peut-être en le disant, et l'enquête nous le montrera, mais il y a sans doute aussi un Nicolas Hulot beaucoup plus noir, un Nicolas Hulot peut-être malade, un Nicolas, puisqu'il semble-t-il, aurait violé quelqu'un, et peut-être n'est-ce pas la seule personne, un Nicolas Hulot malade, un Nicolas Hulot qui au fond gagnerait sans doute à se faire soigner, gagnerait aussi sans doute à demander pardon, à faire amende honorable. Hein. Alors qu'arrivera-t-il par la suite ? Eh bien, on le sait, les faits sont prescrits, donc il n'y aura pas de poursuite. Apparemment, le parquet a annoncé qu'il y aurait quand même une enquête pour essayer de faire la clarté pour le clair sur ces faits, pour essayer de savoir ce qu'il en est. Ce qu'il y a aussi, c'est qu'on voit bien le cynisme des politiques, hein. Puisqu'en 2018, alors je ne me rappelle pas de son prénom, mais Madame Schiappa, eh bien, a fait, celle qui était responsable de l'égalité, je crois, homme-femme, a fait une tribune pour dire combien elle tenait en estime son collègue, et l'a un peu traîné un peu partout avec elle pour montrer combien il était encore supporté par l'Élysée et par le pouvoir. Et on voit bien que maintenant, il se retrouve tout seul, on voit bien que maintenant, et je crois qu'il a démissionné, hein, on voit bien que maintenant, il se retrouve
retrouve lâchée. Là même, Madame Schiappa le demande à ce qu'il y ait on va dire la vérité de fait, ce qui est peut-être un peu du cynisme ou alors, je sais pas, une attitude curieuse. Mais enfin, quoi qu'il en soit, on verra les suites de l'affaire, on verra comment ça se passera. Je ne savais pas qu'on pouvait avoir ce genre de situation, d'un fait qui est prescrit, mais d'une enquête qui est quand même faite. Et puis ayons une pensée quand même émue pour toutes ces victimes, parce que ça, on en a vu, c'est peut-être le haut de l'iceberg, mais il y a peut-être 3-4 fois plus de femmes qui ont subi des attaques comme ça et qui n'ont pas osé parler. Personnellement et humainement, j'aurais tendance à penser que malheureusement, il y avait bien des raisons de s'inquiéter et que Nicolas Hulot n'était pas, au moins sous un aspect, cette personne parfaitement lisse et parfaite qu'on voulait bien croire. C'est triste pour les victimes, c'est triste aussi pour nous qui le voyions comme une sorte de super-héros humain et très presque nous à le voir occupé par l'écologie. On se demande aussi enfin comment il a pu à la fois, parce que vous savez que Gaïa c'est la déesse, c'est la terre, c'est la matrice, la mère, et comment il a pu à la fois prôner sans arrêt une sorte de volonté de protéger la terre, de protéger notre milieu, de protéger la planète, et comment dans un autre sens, si c'est vrai, l'enquête nous le dira, il a été capable de bafouer les femmes et de finalement faire le contraire de ce qu'il faisait concernant l'écologie. C'est quelque chose qui le concerne, c'est quelque chose qui demande sans doute, si vraiment il l'a fait, qu'il se soigne. Et enfin, ce que je voulais dire, et à titre de morale, c'est que pour les gens qui parfois voient des individus comme Nicolas Hulot, comme Bill Gates, comme on va dire des modèles absolus, et qui parfois se lamentent de voir que ces gens-là font tout bien alors qu'eux font tout mal, dites-vous bien, rappelez-vous de ce que disait Sacha Guitry sur la beauté. Alors vous retrouverez la citation exacte. Je crois que aux femmes qui disaient qu'elles étaient jalouses d'une autre femme, Sacha Guitry disait « Ne vous inquiétez pas, le temps s'en occupera ». Peut-être qu'avec certains individus, quand on voit qu'ils sont des icônes de notre époque, peut-être qu'avec le temps, on s'aperçoit pour certains que finalement le temps révèle que tout le monde n'est pas parfait et que peut-être beaucoup d'entre nous, j'espère le moins possible, sont finalement critiquables ou ont des côtés obscurs. Voilà, on termine. N'oubliez pas de nous rejoindre sur la chaîne et d'écouter nos programmes et de faire les commentaires qui vous inspirent. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle émission et rappelez-vous bien, on vit vraiment une époque incroyable.